Bien le bonjour à tous, Valentin Offroy avec vous pour ce webinaire du mercredi 18 avril 2018. Très heureux de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui seront publiés les indices des prix à la consommation du Royaume-Uni et de la zone euro. Donc dans cet ordre, attendu, comme nous allons le voir, en légère baisse pour celui du Royaume-Uni. Et pour celui de la zone euro, donc qui est attendu inchangé à 1% environ, alors pour l'indice core, hein, et 1,4% pour l'indice global, et du côté du Royaume-Uni, donc c'est attendu à 2,7%, pardon, inchangé pour l'IPC classique. L'IPC harmonisé, c'est pareil, 2,5%. Voilà, donc on va voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous, Ramzi, j'espère que vous allez bien. Catherine, bonjour, en forme. Eh bien écoutez, c'est parfait. Luc, que je salue également. Raymond, Eliane, peut-on voir en trader USD CHF? Alors des questions sur le CHF, hein. Je vois il y en a pas mal depuis hier, hein. Le franc suisse qui a encore chuté hier. Donc on va voir ça dans un petit instant. Bonjour à vous François, François Hoffman et François Cousin. Bien le bonjour à vous deux. Bonjour à vous Didier, voilà. Bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, le briefing d'actualité, on a eu la publication des résultats de Netflix qui sont sortis bien meilleurs qu'escompté, ce qui a permis à l'action de progresser de 6%, un Netflix qui est capitalisé à plus de 120 milliards de dollars, alors qu'elle fait, lors du dernier trimestre, 290 millions de dollars de profit. Bon, à vous de juger si la captation boursière vaut la compagnie. Tout simplement d'adapter aux résultats de la compagnie. En tout cas, sur les 48 sociétés américaines qui ont publié leurs résultats du premier trimestre, 46 sont ressortis au-dessus des attentes et deux ont déçu. Goldman Sachs a également publié des résultats au-dessus des attentes, mais au final, son action a reculé de 1,8% hier. Sinon, on en a déjà parlé hier, mais je le redis, l'économie chinoise qui a progressé de 6,8% sur un rythme annuel au premier trimestre de cette année, soit le même rythme de progression qu'au dernier trimestre de l'année dernière. La croissance, principalement soutenue par une solide consommation domestique, des solides investissements immobiliers, une hausse des exportations et donc cette croissance qui est supérieure à l'objectif du gouvernement chinois qui est de 6,5% sur un rythme annuel. On a le taux de chômage hier qui est ressorti à un plus bas de 42 ans à 4,2% en février 2018. On a un peu plus récemment Trump qui a tweeté en soirée hier, même dans la nuit il me semble, qui n'aime pas l'accord actuel du TPP, donc de l'accord transpacifique pour les États-Unis. Je vous rappelle que Shinzo Abe, le premier ministre japonais, est aux États-Unis pour 2 jours, donc il y a été hier, il est encore aujourd'hui, pour préparer le sommet avec la Corée du Nord, qui devrait être en mai ou en tout cas d'ici cet été, qui devrait réunir la Corée du Nord et les États-Unis dans le but, d'un point de vue pour les États-Unis, de stopper, d'arrêter le programme nucléaire, donc une dénucléarisation de la Corée du Nord, et pour la Corée du Nord probablement d'arrêter les sanctions commerciales. Voilà. Et également, donc cette réunion de 2 jours entre le Premier ministre japonais et Donald Trump est dédiée pour parler de cet accord TPP en cours de négociation actuellement, tout simplement. Et on a également le FMI qui a gardé ses prévisions de croissance inchangées pour 2018 et 2019 à 3,9%. Donc pour rappel, le FMI avait relevé cette croissance à 3,9% en janvier dernier grâce à la réduction d'impôts votée aux États-Unis. Voilà un petit peu pour le briefing de l'actualité, ce qu'on peut retenir de la veille et de cette nuit. Résumé la science américaine et asiatique, d'un point de vue statistique, on peut voir qu'on a eu une hausse des marchés actions, on a clairement de l'appétit pour le risque, le rendement du T-Note qui se stabilise, le DXY légère hausse, rebond technique concrètement par rapport à la veille où c'était, la journée précédente où c'était une baisse, sur-performance
des indices des valeurs tech, hein, probablement tirés par Netflix. Regardez Nasdaq plus 1,74%. Le Nikkei ce matin est en baisse avec le cours de l'or. À l'inverse, le Nikkei et le Hang Seng progressent. Donc on a de l'appétit pour le risque grâce aux bonnes publications, au bon début des publications des résultats des entreprises, que ce soit américaines ou également européennes, hein, qui mettent pas en second plan toutes les inquiétudes internationales, dont notamment sur la Syrie et sur les renégociations d'un accord pour mettre en place un accord bilatéral win-win entre les États-Unis et la Chine. Au niveau du calendrier économique, donc, vous voyez, 10h30, l'IPC du Royaume-Uni, IPC harmonisé, donc, qui est généré par Eurostat, d'accord? Sinon, l'IPC classique est attendu à 2,7%, donc que ce soit l'Eurostat ou l'IPC global qui sont attendus inchangés. L'IPC Core, donc hors essence et produits alimentaires, qui est attendu en hausse sur un rythme annualisé à 2,5% contre 2,4% lors de la précédente publication. Du côté de la zone euro, l'IPC est attendu, comme vous pouvez le constater, inchangé, que ce soit l'IPC Core comme l'IPC global. L'IPC Core attendu à 1% et l'IPC global à 1,4%. Enfin, la décision des taux de la Banque du Canada, bien évidemment inchangée, la probabilité qui a chuté, hein, comme vous pouvez le constater donc sur le graphique John Kickleiter, je ne sais pas si vous le suivez, John Kickleiter, analyste DailyFX américain, qui publie généralement les probabilités, dont ces probabilités j'ai retweeté hier soir. Donc voilà, les probabilités pour une hausse des taux à la mi-2018, en clair milieu d'année. Donc vous voyez, Fed et BOE, on a une probabilité qui est totalement intégrée au prix, mais vous voyez que celle de la Banque du Canada a chuté depuis fin janvier, début février, et dorénavant d'à peu près 50%. Pour une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada d'ici la fin du premier semestre, tout simplement. Et sinon, tous les autres banques centrales, vous voyez que la probabilité est quasi nulle. Donc, ce qui est attendu surtout au niveau de la Banque du Canada, c'est pas vraiment la hausse des taux parce que il n'y en aura pas. D'un point de vue du marché, si on regarde le marché des swaps, il n'y aura pas de hausse des taux. Mais ce dont le marché va surveiller, c'est les rapports qui va être publié par la Banque du Canada et surtout la mention ou non des inquiétudes de la BOC sur le protectionnisme américain. En clair, est-ce que le rapport va mentionner que les renégociations de l'ALENA pourraient affecter l'économie canadienne? Est-ce que cette mention, est-ce qu'il y aura à nouveau cette mention? Si oui, le CAD va continuer d'être sous pression, enfin va probablement continuer à consolider, et dans le cas contraire, on aura une nouvelle hausse du CAD. Donc le CAD, comme vous pouvez le constater, qui est actuellement sous résistance. Vous voyez, c'est une résistance mensuelle, ce CAD index équipondéré. Donc on peut très bien imaginer que si on a pu cette mention du NAFTA dans le rapport de la Banque du Canada, on aura très probablement une probabilité de hausse des taux de la Banque du Canada qui va augmenter, et donc le dollar CAD qui va continuer à progresser. Dans le cas contraire, je pense que le CAD va consolider sur les niveaux actuels, sous les niveaux actuels, pardon. Alors Raymond qui me demande sur le site Finviz, c'est quoi les goujats, tous les autres monnaies. Alors, site Finviz, les goujats. Alors, si vous parlez de cela, alors est-ce que vous pouvez être plus précis parce que j'ai du mal à voir ce que vous voulez, vous souhaitez me dire. Alors si c'est box que vous faites référence, donc c'est des paires avec le pétrole, le gold, le bitcoin. D'ailleurs on peut voir hein, ce matin, on a tous les devises qui sont en baisse face au dollar. Donc le dollar qui est assez fort quand même, à part le pound, vous voyez, qui est en hausse de plus 0,01%, donc pas grand chose, hein, concrètement changé, voilà. Dollar qui est la devise la plus forte ce matin. Net sous-performance du dollar néerlandais, du franc suisse, du yen et du CAD. Voilà, donc on fait un tour sur nos indices équipondérés, le yen qui rebondit sur ce niveau de support. Est-ce que on a là un signal haussier? Alors oui, j'ai envie de dire on a quand même un
un beau chandelier bullish avec, vous voyez, une hausse depuis le plus bas du prix d'ouverture de la veille. Donc voilà, ce chandelier est clairement un signal haussier. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour rentrer à l'achat? Je ne pense pas. Faudrait attendre que le RSI franchisse 50 pour voilà avoir une opinion haussière sur le yen. Donc personnellement, je préfère rester neutre. Est-ce qu'il faut continuer avant le yen? Je pense qu'il faut prendre en tout cas des bénéfices sur les positions short du yen. Maintenant, c'est encore une fois pas le moment de l'acheter. Par contre, le franc suisse reste une devise à vendre, hein, même si en soi, vous voyez qu'il est à un plus bas depuis mars 2015, donc il arrive sur des niveaux de support très très importants. Eh bien, la tendance est clairement baissière et pour le moment, on n'a pas de consolidation ou de rebond. Donc, tant que on a un momentum baissier, et vous voyez que hier, on avait vraiment une poursuite du momentum avec un grand chandelier bearish, c'était plus des mèches. Donc, ça veut bien dire que le marché ne fait pas encore de bottom. Et donc le momentum est encore bien baissier. Donc c'est encore possible, je pense, de vendre le franc suisse face par exemple à l'AUD. Comme vous le savez, l'AUD a franchi sa moyenne mobile à 20 jours. Il manque un petit peu de peps, ce dollar australien, mais c'est dû tout simplement à l'absence d'avancée des renégociations, d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc dès qu'on aura des annonces à ce sujet, sur ce thème, des annonces positives bien évidemment, eh bien le dollar australien devrait en profiter. Pour le moment, on n'a pas d'annonce depuis maintenant une semaine. On ne sait pas si les négociations avancent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que le marché reste assez prudent. Alors, sur mon tableau, Gouja moins 0,033% inscrit à côté des pourcentages des autres monnaies. Petit tableau résumant la performance des monnaies par rapport au dollar. Alors, regardons ça de plus près. Gouja. Alors, je ne vois absolument pas ce dont vous me parlez. Alors, c'est peut-être ici. Non. Alors, je ne vois absolument pas ce dont vous voulez me parler. Raymond, vous pouvez faire une capture d'écran et me l'envoyer sur Twitter en message privé ou quelque chose comme cela. Je verrai si je peux répondre à votre question. Donc pour le dollar australien, toujours en opinion haussier, même si voilà, j'aimerais qu'il y ait un peps un peu plus important. Peut-être que le franchissement du RSI de 50 va donner une nouvelle dynamique à cette tendance haussière. Pour le moment, voilà, faut rester patient, mais mon opinion est toujours haussier sur le dollar australien. L'euro, quant à lui, rebondit depuis le début de la semaine. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à l'achat sur l'euro? C'est encore trop tôt, je pense, pour l'annoncer. En tout cas, on peut constater que, vous voyez, le cours de l'euro index, rebondit sur cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis l'automne. Depuis l'automne 2007, vous voyez, on prend le point bas du mois de septembre, le point bas du mois de janvier, on étend cette oblique et on a un rebond au pips près de l'indice sur cette oblique. Alors c'est très important quand on fait de l'analyse technique d'être précis dans vos tracés. Donc normalement la plupart des plateformes ont une option pour aimanter, vous voyez, pour que ça vienne chercher les prix de clôture, d'ouverture, voilà, des prix logiques et non pas des prix aléatoires. Voilà, si on enlève l'aimantation, ça ne serait pas aussi précis. Donc je vous invite clairement à faire vos analyses techniques avec cet aimant si vous êtes sur TradingView, mais sur Pro Time vous l'avez également. Ça le fait de façon automatique. Vous voyez, vous prenez un sommet et vous voyez que PRT suggère automatiquement quand vous approchez d'une zone importante, d'un prix important, il sélectionne cette valeur. Bref, vous voyez que l'euro rebondit. Maintenant, est-ce qu'il faut passer long sur l'euro? Moi, je ne pense pas. Le momentum est clairement baissier. Il est clairement baissier. Il est clairement faible. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Peut-être que l'euro va continuer à rebondir. De là à mettre des stratégies haussières, ça me semble compliqué. Alors pourquoi pas face au franc suisse, mais maintenant en termes de timing, je pense que c'est un peu tard. Vous voyez que l'euro franc suisse vient chercher les 1,20. 1,20, forte zone de résistance. C'est une zone de résistance plus que psychologique, hein. C'est l'ancien taux plancher de la BNS, je vous rappelle. Donc le marché n'est pas dupe, il prendra de forts bénéfices sur les 1,20. La BNS qui est bien évidemment contente,
dépréciation du franc suisse, ça va booster son économie. Donc voilà, la BNS elle est forcément très très satisfaite de de cette dépréciation du franc suisse, hein. Mais bon, l'euro s'achève, consolidation, je pense qu'il y aura une forte zone de prise une forte zone de bénéfice à 1,20. Ouais, et maintenant, mis à part face au franc suisse, est-ce qu'on peut acheter l'euro? Alors pourquoi pas face au NZD à très court terme? Donc euro NZD. Ouais, euro NZD rebondit sur sa moyenne mobile à 200 jours et sur ce niveau de support à 1,67. Donc c'est possible qu'il rebondisse. Vous voyez qu'on vienne chercher les plus hauts de cette année, hein, aux alentours, comme on peut constater des 1,7150. C'est possible. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de rentrer à l'achat à ce niveau de prix pour viser un 71,50? D'un point de vue ratio ski rendement, ça fait à peu près 220 pips de risque pour 216 de gain. Vous voyez que ça ne vaut pas trop la peine. Donc, mis à part face au franc suisse et aux dollars zélandais, je vois pas quelle devise on peut vendre face à l'euro. Donc c'est pour ça que l'euro, personnellement, je m'abstiens de l'acheter à court terme. L'AUD me semble beaucoup plus intéressant. Le pound, alors le pound marque un nouveau sommet face au dollar hier, même sur l'index. Vous voyez qu'il marque un nouveau sommet depuis le vote en faveur du Brexit. Concrètement, moi ma perspective sur le pound, c'est qu'il retrace, vous voyez, l'intégralité, donc le reste de cette baisse provoquée par le vote en faveur du Brexit cette année. Donc je vois bien le GBP retracer, le GBP Index retracer cette année, eh bien la totalité de la baisse qui a été provoquée par le vote en faveur du Brexit. Donc concrètement, à terme, à long terme, le GBP USD ira chercher les 1,50, donc d'ici la fin de l'année. Vous voyez, 1,50. L'euro JBP, il ira très probablement chercher les 0,85 à peu près. 0,8450, 0,85. Néanmoins, vous voyez que pareil, l'euro JBP qui évolue dans ce canal baissier depuis maintenant l'automne 2017, eh bien, est sur un support. Il est survendu en termes de momentum, mais également en termes de prix, parce que dans un canal baissier, enfin dans un canal, de toute façon, les bornes sont des zones de support résistance qui indiquent également des zones de surachat et de survente. Donc on a le prix quand même qui est en bas de son canal baissier. Également, il rebondit sur un support mensuel. Donc voilà, je me dis que le pound pourrait sous-performer à court terme. Maintenant, il faut savoir que le pound est bullish, a toujours inscrit un mois d'avril haussier depuis maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, la livre devrait, je pense, consolider à court terme, l'euro légèrement rebondir, ce qui devrait relever petit à petit le cours de l'euro GBP. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies acheteuses? Bien évidemment que non. La livre sterling, c'est la devise la plus haussière qui s'apprécie le plus depuis le début de l'année. Donc, bien évidemment, faut pas rentrer à contre-tendance. La livre, je pense qu'elle va commencer à avoir du mal à continuer à progresser sur ces prochaines séances, ces prochaines semaines. En fait, étant donné que la probabilité de la BOE vous voyez, elle s'est emballée, hein, concrètement depuis le mois de février. Vous voyez, depuis le mois de février, elle est passée de 50% à 90 actuellement. Donc en 6 semaines, la probabilité, enfin la hausse des taux du mois de mai, hein, elle a été totalement intégrée au prix. Ouais, donc prochaine réunion de la BOE, c'est le 10 mai, il me semble, 10 ou 11 mai. Marché qui anticipe une hausse des taux, qui est maintenant totalement pricé. Donc tout comme le DXY, vous le savez, dès qu'on a le marché qui anticipe la hausse des taux de la Fed, eh bien généralement on a un moment baissier qui suit la hausse des taux. Donc voilà, je vois bien la livre sterling concrètement consolidée, voire légèrement baissée avant la hausse des taux. Et ensuite, selon le rapport de la BOE, soit on aura une poursuite de la consolidation, voire un retracement. Regardez lors de la dernière hausse des taux de la BOE, enfin sa première hausse des taux depuis en plus de 10 ans, c'était ce chandelier-là. Le marché avait totalement pricé la hausse des taux. Et vous voyez que le pound, c'était en intraday, je dis bien effondré, alors c'est peut-être un grand mot, mais il avait clairement chuté.
en intraday. Donc voilà. Mis à part si l'inflation accélère, elle est attendue à changer, mais si elle accélère au mois de mars, dans ce cas-là, on aura une nouvelle hausse de la livre sterling. On aura des nouveaux sommets. Mais en attendant, je ne pense pas que la livre va continuer à progresser aussi rapidement qu'elle le fait depuis ces 3 dernières semaines. Voilà, donc livre sterling en clair, je passe neutre. Franc suisse baissier, encore une fois, tant qu'on n'a pas de rebond, tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, je reste baissier. Le dollar également, même s'il rebondit en intraday à moyen terme, je reste baissier. Le RSI qui est sous 50, voilà, momentum baissier, que ce soit sur le DXY ou sur cet index, on a des signaux baissiers, donc voilà. Maintenant, on a un rebond du dollar en intraday, donc voilà, on a un inversement des tendances sur les paires majeures à court terme. Et le CAD, bien comme je vous ai dit, soit il va consolider si on a encore des propos de l'ALENA dans le rapport de la Banque du Canada, et si on a pu ces propos, ces inquiétudes de l'ALENA, des renégociations de l'ALENA dans le rapport de la BOC, dans ce cas-là, le CAD va reprendre sa hausse. Donc en clair, ce matin, je suis toujours haussier sur la UD, neutre sur le yen, sur l'euro, sur la livre, sur le CAD. Le dollar rebondit en intraday, et c'est même la devise qui surperforme. Le dollar néerlandais continue à baisser. Et c'est la devise, vous voyez, qui est la plus baissière. Donc, si on regarde un petit peu notre stratégie AUD-NZD, normalement, elle est toujours haussière. Vous voyez, elle continue. Alors, on n'a pas eu hier la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. C'est dommage. Bon, ça pourrait être le cas aujourd'hui. Mais ce qui renforcerait ma conviction haussière sur l'AUD-NZD, ça serait si le prix dépasse sa moyenne mobile à 20 jours et que le RSI franchisse 50. Si on a ces deux signaux, ce seraient deux signaux bullish qui renforceraient ma conviction haussière. Donc, toutes les paires majeures, concrètement, les tendances s'inversent à très court terme, étant donné que le dollar, vous voyez, c'est la devise qui surperforme. Donc, l'AUD-USD en baisse. L'euro-dollar, résistance, vous voyez, au pips près à 1,2417, qui est le plus haut de prix de clôture mensuel de cette année. Hein, c'est le prix de clôture de janvier de cette année. Donc voilà, forte zone de résistance. Vous voyez qu'au pips près, ça a été respecté. Donc vous voyez on voit bien que l'euro-dollar commence à être clairement sous pression. Il y a cette oblique qui fait office de support, mais cette résistance qui fait pression depuis maintenant plusieurs semaines. On a ces deux moyennes mobiles également sur lesquels le cours rebondit. Donc là, on devrait avoir un nouveau mouvement, soit, prochainement, ces prochaines séances, soit l'euro vient chercher les 1,22, soit l'euro vient chercher les 1,25, disons d'ici 3 semaines. Ce soir, publication du livre belge de la Fed, ça pourrait être un catalyseur qui pourrait donner une nouvelle impulsion, que ce soit haussière ou baissière, à cette paire. Le GBP, donc comme je vous l'ai dit, a marqué un nouveau sommet depuis le vote en faveur du Brexit. Néanmoins, il retrace, vous voyez, à court terme. Il corrige à court terme. Encore une fois, pas de mise en place de stratégie acheteuse tant que le GBP-USD se situe en haut dans la borne, proche de sa borne haute. Voilà, moi ce que j'attends, c'est un retour en dessous, on va dire, de cette ligne médiane de ce canal ascendant. Donc l'idéal serait un retour à 1,40 pour passer long sur la livre. Le NZD c'est pareil, il chute, donc déjà baisse du dollar néerlandais et en plus surperformance du dollar USD en intraday. Donc voilà, chute du NZD USD. Prochain support 0,73. L'USD CAD rebondit autour des 1,26. Vous voyez, 1,25, 1,26 c'est un niveau de support assez important. Hein. Si vous regardez d'un point de vue, sur cette dernière année, regardez 1,25, 1,26. Là, on a eu quand même des petites turbulences. Pareil ici. Ensuite, il est revenu en tendance haussière, consolidation, reprise de la tendance. Ici, c'est pareil. Tendance baissière, pullback à 1,26, reprise de la tendance. Pareil ici, impulsion haussière, consolidation entre 1,25 et 1,26, reprise de la tendance. Donc là, on peut imaginer la même chose. Là, on a impulsion baissière. On va avoir une consolidation entre 1,25 et 1,26. Et ensuite, peut-être une nouvelle impulsion baissière. Franc suisse franchit sa moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis le mois de janvier, vous voyez. Donc on n'a pas de signaux baissiers pour le moment. La moyenne mobile à 20 jours qui est toujours tenue.
Le RSI qui est toujours bien orienté à la hausse et qui est dans un momentum bullish. On n'a pas de divergence baissière pour le moment, donc vous voyez qu'on n'a pas de signaux pour le moment vendeurs sur le franc suisse. Et l'USD yen, alors c'est compliqué, mais c'est concrètement une consolidation. C'est la paire en yen qui est la moins intéressante selon moi, parce que si vous les comparez toutes, elles se consolident. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire sur l'USD yen, mis à part vendre les 108 pour chercher les 105, voire même un petit peu plus bas. Voilà donc pour mon point de vue Forex ce matin. Donc je rappelle les chiffres de l'inflation de la zone euro et du Royaume-Uni attendus, la Banque du Canada cet après-midi et le livre belge de la Fed ce soir. Donc on devrait quand même avoir pas mal de volatilité sur le Forex aujourd'hui. Au niveau des indices boursiers, donc on a toujours un momentum bullish depuis lundi sur les indices européens. Vous voyez que le RSI, le RSI des trois indices majeurs évolue en territoire bullish, alors qu'en début de semaine les indices évoluaient entre les moyennes mobiles à 50 et 20 jours. Eh bien on a depuis peu le franchissement de la moyenne mobile à 50 et 100 séances, que ce soit sur le S&P, le Dow test, le Nasdaq dépasse les 3 moyennes mobiles. Donc on a concrètement un momentum bullish à court moyen terme sur les indices américains. Donc voilà, je ne serais pas surpris si le Nasdaq a rejoint les 7000. Est-ce qu'il a fait le point bas? Eh bien, en tout cas, le début de la publication des résultats des entreprises américaines démarre en fanfare. On a des très bons résultats, comme vous avez pu le constater au début du webinaire. On a quand même pas mal de bonnes surprises par rapport aux estimations, ce qui devrait porter les indices vers le haut. Donc le Nasdaq, je vois bien revenir à 7000 d'ici les prochaines d'un horizon de 3 semaines. Le Dow, déjà les 2500 points. 2500 pardon, 25 500 points. Et le S&P, les 2800. Au niveau du CAC 40, les indices européens sont également très bien orientés malgré la hausse de l'euro à court terme. On a le brut, la hausse du brut et du Brent en intraday et la baisse de l'euro qui soutiennent les indices européens. Donc là, on peut voir cette moyenne mobile à 100 séances qui faisait office de résistance depuis le flash crash, et bien fait dorénavant office de support. Donc cette moyenne mobile à 100 séances, encore une fois, comme je l'ai dit hier, elle se paye. Elle se paye pour viser tout d'abord le plus haut depuis le flash crash, c'est-à-dire les 5372 à peu près. Donc, vous voyez, c'est la résistance en intraday. Donc si on a une clôture journalière au-dessus de ce niveau de prix, alors pour être précis, prix de clôture, vous voyez, donc c'est 5375, pardon. Donc 5375, résistance en intraday, résistance également de swing, parce que si on a une clôture au-dessus de ce niveau de prix, ça sera un plus haut journalier depuis le vote en faveur, excusez-moi, je suis encore dans le Brexit, depuis le flash crash. Ce sera le plus haut journalier depuis le flash crash, donc clairement un signal bullish en direction des 5500 points. Donc voilà, la clôture journalière de ce soir sera très importante, mais donc en intraday, la résistance est encore une fois les 5375 et le support, c'est à moyenne mobile à 100 séances, actuellement à 5320. Donc ça devrait ranger, enfin, on a en tout cas, un range d'une cinquantaine de points sur le CAC 40 à court terme. Le DAX, alors l'équivalent de la moyenne mobile à 100 séances, c'est, on va dire, les 12 400 points. Comme vous constatez, c'était le plus haut du mois de mars, qui était une résistance, puis un support début de semaine. Donc si on a un retour à 12 400, ce serait une opportunité d'achat. Et à l'inverse, la résistance, c'est le plus haut, c'est le même que le CAC, c'est-à-dire le plus haut depuis le flash crash, c'est-à-dire à 12 611 points.
Donc 12 611, résistance à court terme, également résistance swing, parce que si on a une clôture au-dessus de ce niveau de prix, ça sera un nouveau plus haut journalier depuis le flash crash, et donc ce sera clairement un signal bullish. Maintenant attention, parce que le DAX, rapidement, si on a une clôture au-dessus des 12 111, on a les deux moyennes mobiles à long terme, moyen et long terme, à 100 et 200 séances qui convergent dans la même direction, environ à 12 675 points. Donc on aura très rapidement des nouvelles résistances sur le DAX. Voilà, donc j'ai envie de dire, plus que les 12 611 points, le signal haussier swing sera donné en cas de franchissement de ces deux moyennes mobiles. Donc si on a une clôture au-dessus de ces deux moyennes mobiles, ce sera un signal haussier, direction 13 000, puis 13 500. L'Eurostoxx, vous voyez, support le plus haut, l'ancien plus haut, enfin le plus haut du mois de mars, donc à 3430. La résistance, le plus haut depuis le flash crash, à environ, donc prix de clôture, vous voyez, 3480 points. Et vous voyez que ça correspond également à la moyenne mobile à 100 séances. Donc c'est une puissante zone de résistance qu'on a là à court terme, environ les 3485. Donc prise de bénéfice à 3485 en intraday. Si on a une clôture au-dessus de cette moyenne mobile, sera, alors faudra attendre, mais on aura un premier signal bullish. Pourquoi faudra attendre? Parce qu'on a, vous voyez, également les 3500 points et la moyenne mobile à 200 séances qui sont qui se situent juste au-dessus de cette première résistance. Donc le réel signal bullish sur l'Eurostoxx 50 pour du moyen terme sera donné en cas de dépassement de cette moyenne mobile à 200 séances, tout comme le DAX. Voilà, donc le CAC clairement qui surperforme. Hein. Vous voyez que le CAC est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances, à l'inverse du DAX ou de l'Eurostoxx. D'ailleurs, si vous regardez rapidement la force relative CAC DAX, regardez, on a une surperformance du CAC entre mi-décembre et début mars. Et depuis, on a, vous voyez, aucune surperformance. Mais donc, le CAC a pris l'avantage en ce premier trimestre, enfin les 2 premiers mois de l'année. C'est pour cela d'ailleurs que depuis le début de l'année, d'ailleurs, on analyse beaucoup plus souvent le CAC, en tout cas dans ce webinaire, que le DAX. Hein. En termes de stratégie même, on est plus en train, on se focalise un petit peu plus, je trouve, sur le CAC 40 que le DAX. Alors ça change, hein. Je m'en souviens que l'année dernière, c'était plus le DAX qui était propre d'un point de vue d'analyse technique. Mais là, quand vous voyez le rebond sur cette légère oblique haussière qui vient chercher le point bas d'avril 2017, le point bas d'août 2017, vous prolongez, vous voyez qu'au pips près, on a eu 4 tests et le rebond. Honnêtement, c'est parfait. D'un point de vue d'analyse technique, on peut pas demander mieux. Donc voilà. En plus, la divergence, le momentum qui franchit 50, voilà, on a clairement un sentiment bullish. En plus de cela, si vous regardez un petit peu l'Eurozone Index, alors, je l'ai tweeté il y a de cela, il me semble que c'était la semaine dernière. C'est très important ce graphique. Je vous invite à le regarder. Alors, il est disponible que sur Reuters, donc forcément, il y a peu de chances que vous ayez Reuters chez vous. Mais donc, nous avons la chance de l'avoir à IG, Reuters et Bloomberg, donc les terminaux. Donc nous pouvons avoir des informations clés et vous voyez que c'est Citigroup Economic Surprise Index. Donc en clair, c'est surprise claire positive d'une zone géographique, auquel cas celle-ci c'est l'euro, qui a son plus bas depuis avril 2013. C'est bien évidemment un indicateur contrarien, c'est-à-dire que plus il est haut, plus ça va être difficile de surprendre le marché. C'est comme un petit peu les estimations du consensus. Plus on a des estimations, des attentes élevées, et plus ça va être difficile de surprendre positivement le marché. On est d'accord. Et bien là, c'est pareil. Plus cet index est haut, plus ça va être compliqué pour que le marché soit surpris positivement, et donc que le marché paye davantage l'euro. L'euro et les actifs de la zone euro. Donc l'euro et les indices boursiers. À l'inverse, plus on a un indice qui est bas, plus ça va être facile pour que le marché soit surpris positivement. Et là, dorénavant, depuis, on va dire, depuis décembre 2017, vous voyez qu'on a une chute de cet index
et celui du dollar, enfin celui des US, donc le même index, le même indice, Citigroup Economic Surprise Index, mais pour les États-Unis, lui est à son plus haut. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour que le marché soit surpris positivement sur la région, sur les chiffres macroéconomiques américains. Voilà. Donc pour cette raison-là, pour cette raison, étant donné que cet index est à son plus bas depuis avril 2013, je pense que la surperformance des indices européens face aux Américains depuis le début de l'année, si vous regardez l'Eurostock 50 par exemple, divisé par le Dow Jones, non, alors DJI, alors finalement on n'a pas, bon, en tout cas on a une sous-performance, ouais, qui s'est clairement atténuée. Tout au long de l'année 2017, alors on avait un premier semestre très bon, mais ensuite clairement Wall Street avait pris le dessus à partir du mois de juin, vous voyez. Depuis, enfin au deuxième semestre 2017, on avait une nette surperformance de Wall Street, mais vous voyez que depuis le début de l'année, finalement, les indices européens résistent assez bien, ou en tout cas, on va dire, n'affichent pas de faiblesse par rapport à Wall Street. Et si par contre on met le CAC, il me semble que le CAC surperforme Dow Jones. Voilà, ça fait 3 mois qu'il surperforme le Dow Jones. Et je pense que finalement, alors j'ai pas fait d'études là-dessus, mais donc avril 2013, ouais, que si on se met sur 5 années, regardons un petit peu cet index. Donc ça c'est c'est la surperformance. On va le mettre pardon avec le CAC 40. Même l'Eurostock 50. Et donc avril 2013. Ouais, donc là on est à avril 2000, on est à mai 2013. Avril. Ah, 2012 pardon. Donc là on a une hausse. Le plus haut a été marqué en mars 2015 et regardons par rapport à ce graphique. Donc décembre. Donc là ça devait être 2016, on avait un top en début 2016. Donc mars 2015 ça devait être par ici. Donc vous voyez quand l'index est haut quand même, quand on a des tops sur l'index, finalement on a à mon avis des marchés actions qui sont enfin qui touchent des résistances hein, finalement. Juste avant décembre 2013, ici ça doit être donc décembre 2014, c'est-à-dire décembre 2013, c'est-à-dire 2014. Ici ça devait être début 2015, début 2016. Donc fin 2013. Début 2015, donc on avait la résistance ici. Bon, faudrait superposer l'indice, ça serait bien de l'avoir sur la plateforme TradingView. Je pense pas que c'est possible. Alors, ouais, on n'a pas le surprise index, donc bon, c'est pas grave. En tout cas, cet index indique une surperformance, en tout cas que les marchés actions pourraient retrouver, pourraient reconnaître une impulsion haussière grâce à une surprise positive. Bien évidemment de la zone euro. Voilà, donc vous avez mes niveaux clés pour les indices européens ce matin. Donc je répète, le CAC 40, simplement la moyenne mobile à 100 séances comme niveau de support, la résistance qui est le plus haut, et ça c'est également valable pour le DAX et l'Eurostoxx. La résistance à court terme, c'est le plus haut depuis le flash crash qui a été inscrit, vous voyez, à la fin février. Donc sur le CAC, ce niveau correspond à 5375 points. Voilà, on passe sur les matières premières rapidement, ça fait 40 minutes qu'on a commencé ce point de marché. Donc or présente un risque baissier tant qu'il se situe proche des 1350 points, 1350 dollars pardon. Donc la stratégie de moyen terme, c'est un range. Tant qu'on n'a pas de sortie de ce range, techniquement il y a plus de probabilité que le cours reste inscrit dans celui-ci. Donc il faut vendre la borne haute, acheter la borne basse. Donc vous voyez,
il y a une zone de résistance et une zone de support. La zone de résistance, c'est entre 1350 et 1360. Et à l'inverse, la zone de support, elle est entre 1311, 1310, 1311 et 1300. Voilà. Pour moi, c'est les bornes les plus importantes sur sur le cours de l'or à moyen terme. Donc, on paye les 310 et on paye et on vend les 350 avec, vous voyez bien, un stop qui pourrait contenir une hausse jusqu'à au moins 1360. Voilà un petit peu la stratégie or de moyen terme. Lui qui nous dit 09 2020 CAC 7000 points sans les dividendes. Alors 7000 points, donc septembre 2020. Alors c'est assez loin les 7000 points. C'est assez loin, c'est le plus haut. C'est le plus haut du CAC 40, donc oui, sans les dividendes. Hein. Si vous incluez les dividendes dans le prix, le CAC 40 surperforme de loin le DAX. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs l'indice qui surperforme la zone euro. Hein. Voilà, voilà. Et donc pour Brent, alors Brent, personnellement je passe neutre depuis le début de la semaine, étant donné que surtout le Brut, hein, regardez l'analyse technique, elle est plutôt claire, à l'inverse du Brent qui est un peu plus brouillon à court terme, même si le Brent, voilà, encore une fois, en début d'année, j'étais beaucoup plus sur le Brent parce que c'était assez propre. Mais là, le Brut, honnêtement, vous voyez que ce canal a été super bien respecté d'un point de vue analyse technique. Et donc tant que le Brut est proche de la borne haute de ce canal, personnellement, je reste neutre, voire même avec une opinion légèrement corrective. C'est pas pour autant qu'il faut le vendre parce que la tendance est haussière. Mais attendre un retour en bas du canal pour payer le pétrole. Michel qui me demande que pensez-vous des nouvelles mesures du régulateur européen qui seront en place juillet. Alors, je pense que de toute façon c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, étant donné que voilà, de toute façon un effet de levier trop important n'est pas forcément très utile, en tout cas pas pour la majorité d'entre nous, je pense. Donc sur ce point-là, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous invite à regarder ce qu'en pense IG. Hein. Voilà, IG. Donc il doit avoir quelque chose là-dessus. Donc ESMA, il devrait avoir, je pense, une information à ce sujet. Donc actualité. Non, je vais vous trouver cette annonce, l'opinion et voilà, je vous la transmettrai. C'est la fin des CFD pour les particuliers. Non, pas du tout. Hein. Les CFD resteront, fonctionneront. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Les CFD continueront d'être tradés. Hein. Voilà, vous aurez toujours accès aux CFD, bien évidemment. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour ce point de marché. Donc en clair, surveillez le rapport de la BOC, les chiffres de l'inflation qui sont au Royaume-Uni et en zone euro, et ce soir le livre beige, le beige book de la Fed. Donc en clair, tous les devises majeures pourraient connaître des nouvelles impulsions aujourd'hui. Donc voilà, faut rester prudent. Faut rester prudent. Maintenant, faut garder à l'esprit qu'à moyen terme, on a un dollar quand même qui montre des signes de faiblesse. Hein. Le yen qui est sur support, le CAD sous résistance, l'AUD qui patiente mais qui a une marge de progression particulièrement intéressante, et le dollar néerlandais avec une perspective clairement baissière sur du court terme, c'est-à-dire pour les prochaines séances, voire quelques semaines. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour mon point de marché éducatif. Point de marché éducatif qui sera sur Money Management. Et voilà. Excellente journée à vous. À tout à l'heure, enfin
rendez-vous à 18 h pour le marché éducatif. Et sinon, il me semble qu'il y a un webinaire donc de YouHave cet après-midi. Alors, je ne suis pas certain, pas sûr à 100%. Regardons ça rapidement. Séminaire en ligne, le calendrier. Et donc nous sommes le 18 avril et donc non, il n'y a pas de webinaire de YouHave Nizar aujourd'hui. Par ailleurs, je souhaite vous annoncer que dans le calendrier économique de DailyFX, nous implémentons dorénavant les discours des membres de la Fed. Donc ça, c'est pas forcément disponible sur tous les webinaires, sur tous les calendriers économiques. Donc vous allez sélectionner USD, affiché par semaine, et là vous avez donc le 18 avril, Fed Dudley speaks on economic outlook, donc perspective économique, discours de Dudley. On a Quarles à 22h15, donc vous voyez, c'est en anglais par contre, c'est en anglais parce que c'est le bureau new-yorkais qui publie ces annonces-là. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est assez facile de comprendre. Voilà, excellente journée à vous. À ce soir pour le webinaire éducatif. Et en attendant, soyez prudents.